Donjons et chatons, la grande aventure, des chatons mignons parcourent le futur, accomplissent leur mission, pour eux rien n'est trop dur. Alors si tu as l'âme d'un chaton, rejoins nos mi-aventures. Miam 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 miam. J'ai un appel. Le sujet de la vidéo, c'était Donjons et Dragons, pas Donjons et Chatons. Ah, bon. Salut, messieurs, mesdames, personnes non binaires. Je vais apporter un peu de soleil dans vos jeux de rôle, puisque on va démarrer un nouvel axe, et on va parler de critiques de jeux. Donc on va faire quelques vidéos qui vont être des critiques de jeux, aussi un peu des critiques de scènes, enfin critiques. On va parler, voilà, de jeux en particulier, de scènes en particulier. Et on va commencer avec un énorme morceau, puisqu'on va parler de Donjons et Dragons, et pourquoi ça n'est pas un jeu de rôle. Ah, bon, t'as compris, c'est un troll. C'est pas vraiment mon propos de dire que Donjons et Dragons, c'est pas un jeu de rôle. Après, on va quand même beaucoup parler justement de cet aspect frontière que cet aspect un petit peu paradoxal que Donjons et Dragons a, que c'est à la fois finalement le jeu de rôle par excellence, celui par qui tout a commencé, et en même temps un jeu frontière finalement assez différent de la myriade des autres jeux de rôle. Donc voilà, pour résumer, Donjons et Dragons, voilà, ça a 50 ans maintenant, hein. On a un peu tous et tout en tête la figure de Gary Gygax, qui était aussi attachante, mais outrancière, quoi, cette espèce de qui est un peu notre papy, voilà, une papy à tous et à toutes, hein, donc un papy en chemise hawaïenne, des fois sympa et passionné, des fois un peu bougon, avec des opinions bien tranchées. Et bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur Donjons et Dragons? Déjà, c'est que ça reste un jeu de rôle qui est toujours hégémonique dans certains pays. Il me semble qu'en Angleterre et au Japon, voilà, ils jouent massivement à Donjons et Dragons. Ça l'est un peu moins aux USA, hein, même si, parce qu'il y a énormément de concurrence d'autres JDR, quoi. Donc, ce qui fait que tout le monde ne joue pas à D&D aux USA. Et j'ai l'impression qu'en France, on a un peu une sorte de microclimat où Donjons et Dragons est vraiment beaucoup moins hégémonique. Il y a beaucoup plus de diversité, quoi. Enfin, je dis ça à vue de pif, hein. C'est peut-être dû notamment au retard de publication de Donjons et Dragons 5e édition, qui a mis du temps à arriver en France, en fait, hein. Après, voilà, si on continue, on regarde par exemple le jeu de rôle en ligne, si on va sur un site comme Roll20, alors certes, qui a été au départ conçu pour Donjons et Dragons, hein, on voit que, grosso modo, massivement, les parties qui sont jouées sur Roll20, c'est en très très grande majorité du Donjons et Dragons. Et puis, quand tu vas voir tous les articles de presse et tout, on voit quand les médias parlent de jeux de rôle, en fait, ils parlent de Donjons et Dragons, quoi. C'est assez rare qu'un média, décidant de parler de jeux de rôle, va parler d'autres jeux, quoi. Le jeu de rôle, entre guillemets, la vision mainstream qu'on peut avoir du jeu de rôle, c'est le jeu de rôle, c'est Donjons et Dragons, en fait. Il y a rien d'autre. Voilà. Alors je vais un petit peu m'attarder sur le premier Donjons et Dragons première édition, celui qui sort en 74, qui est un jeu somme toute assez embryonnaire, mal expliqué, tout ça. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est le caractère imparfait de ce premier essai a donné tout de suite envie à ses successeurs de surpasser la formule. Donc là, par exemple, Ken Saint-André, en fait, dans son coin, il apprend l'existence de Donjons et Dragons. Alors, je sais plus s'il l'avait acheté, lu, mais qu'il n'avait pas aimé, ou que juste il l'avait pas acheté. Mais grosso modo, il commence à jouer dans son coin. Il dit à ses amis, on va jouer à Donjons et Dragons. Mais en fait, il joue pas du tout à Donjons et Dragons. C'est son propre système avec des D6. Et ça va devenir Tunnel et Troll, le deuxième jeu de rôle jamais publié. Je crois que c'est en 75, ça arrive très très vite. Il y a plein d'autres choses en fait qui aujourd'hui pour nous sont constitutives du jeu de rôle et même de Donjons et Dragons, mais qui ne viennent pas de Donjons et Dragons en fait. C'est-à-dire que les scénarios, les compétences, les univers, les XP, tout ça c'est des concepts qui n'ont pas été inventés par Donjons et Dragons, qui sont apparus dans d'autres jeux. Alors là on parle d'archéologie du jeu de rôle et tout.
je vais faire mon mea culpa, entre guillemets, je suis peut-être pas la personne la plus carrée en archéologie du jeu de rôle, c'est des éléments que j'ai vu passer ça et là, que j'ai mémorisé. Si je dis des bêtises, ben, insulte-moi en commentaire, voilà, tu as toute ma permission. Et pareil, est-ce que je suis également légitime pour parler de Donjons et Dragons, ça c'est une autre question. C'est quoi ma pratique de Donjons et Dragons? Bah concrètement, c'est pas non plus, j'ai pas une énorme pratique. C'est-à-dire que j'ai été pas mal PJ sur Donjons et Dragons 3.5, j'ai fait qu'une partie de AD&D 2 en PJ. J'ai maîtrisé Donjons et Dragons 5 deux fois à partir du module d'initiation de Dragon l'île de Tempête, c'est-à-dire que je n'ai jamais lu le triptyque manuel du joueur des monstres, machin, du meneur d'aucune édition de Donjons et Dragons. Je vais beaucoup te parler de Donjons et Dragons 1, je n'ai pas lu Donjons et Dragons 1, j'ai lu Sword and Wizardry qui est un proxy, hein. C'est vraiment un proxy de Donjons et Dragons 1, a priori c'est les mêmes règles, juste mieux expliquées. Hein. Mais bon, voilà. Donc je préfère te dire que je suis pas non plus une encyclopédie vivante de Donjons et Dragons. Donc on va parler surtout de choses que j'ai collectées, ça et là, puis de discussions avec des donjonneux plus expérimentés. Mais voilà, c'est pas parce que je suis pas un expert que je vais pas en parler, c'est comme ça, c'est YouTube, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, grosso modo, à partir d'AD&D, on n'a plus affaire à un jeu un peu amateur et tout, on a affaire à un jeu de rôle industriel, quoi. Et Donjons et Dragons va avoir une influence massive sur la pop culture, et va en quelque sorte également toujours chercher le sens du vent, quoi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que, si tu veux, AD&D, ça a synthétisé les apports des autres jeux de rôle, et les apports tout simplement de la communauté des joueurs de Donjons et Dragons, quoi. Donc Gary Gygax a littéralement agrégé des inventions des autres, hein. Euh, Même si bon, lui également pratiqué et développé massivement, mais j'ai l'impression quand même il cherche le sens du vent aussi, il pique les bonnes idées là où il les trouve. On va avoir Donjons et Dragons 3, clairement essaye de singer Magic. Bon après c'est un peu voilà, on sait que Magic ça vient de Donjons et Dragons, parce que Garfield joue à D&D, hein. Mais tu sens que ce côté build que tu vas avoir dans Donjons et Dragons 3, c'est l'idée de Magic nous a pris plein de monde, on va essayer de les récupérer en augmentant ce côté building, deck building un peu avec D&D 3, quoi. DD4, l'ambition assumée, c'était de récupérer les joueurs les joueurs qui étaient partis sur les MMORPG, notamment WoW, et donc d'avoir un peu un game feel qui était proche de World of Warcraft. Je sais pas si ça a été réussi, j'ai jamais joué à DD4 et tout. Je vous renverrai, là, il y a une vidéo du Grumpf, un podcast de la cellule avec le Grumpf où il parle de DD4, où il en dit du bien, parce que voilà. C'est marrant, DD4 tout le monde en dit du mal, et en même temps je trouve aussi pas mal de gens pour en dire du bien. Donc il y a notamment cette vidéo, ce podcast, c'est pas une vidéo, je vais y arriver. Et bon, pour finir, il y a DD5, c'est quel sens du vent qu'ils essaient quand ils sortent DD5. Moi j'ai l'impression qu'en fait ils actent l'émergence de la scène old school renaissance, qui est en fait tous les jeux inspirés de D&D 1. Ils actent en fait l'existence de cette scène qui monte quand même en puissance. Donc ils actent le besoin de simplification, le besoin de l'envie de rétro gaming, un peu la nostalgie, quoi. Et puis il y a aussi une recherche d'accessibilité, de draguer un nouveau public que les règles compliquées de DD 3.5 et même de DD 4 pourraient rebuter. Et donc on va te vendre quelque chose qui emprunte au rétro gaming, quelque chose qui est simplifié. Il y a vraiment une grosse insistance, en tout cas au moins entre guillemets marketing, sur le narratif, ce qui est important, c'est l'histoire et tout. Et il y a clairement des mécaniques hein, qui vont dans ce sens, ça c'est pas uniquement une promesse. Après, ça reste un jeu tacticien et tout, avec beaucoup de mécaniques et tout. Mais voilà un peu le sens du vent que DD5 a essayé de prendre. Et voilà. Et ce qui est intéressant avec D&D, c'est que c'est clivant en fait. D&D, c'est tu l'aimes ou tu le détestes, quoi, en gros. Et j'ai l'impression que il y a beaucoup de rôlistes en fait pour qui le seul jeu de rôle intéressant c'est Donjons et Dragons. C'est-à-dire que si tu vas
Je connais des gens, en fait, ils ont des joueurs, ils peuvent le faire. Ils ont plein de jeux dans leur bibliothèque, mais interdiction de leur maîtriser autre chose que Donjons et Dragons, quoi. Alors je pense que ça vient d'un engagement cognitif. Je pense qu'il y a un engagement cognitif assez important à fournir à, même quand t'es joueur, en fait, à maîtriser les règles de Donjons et Dragons. Et une fois que t'as atteint comme ça cette maîtrise, eh ben, ça représente un gros coût cognitif de migrer vers un autre jeu, quoi. Euh, Ça n'explique pas tout, mais je pense que ça explique une partie de l'attachement fort, en fait, de certaines joueurs, voilà, à Donjons et Dragons. Ça se voit que j'ai mis mes notes, hein, ouais, ouais. Voilà. Et pour d'autres, voilà, Donjons et Dragons, c'est un repoussoir total. Il y avait un président, il avait fait le JDR, Thomas Laboret, qui avait dit que Donjons et Dragons n'était pas du jeu de rôle et tout. Alors généralement, pourquoi on n'aime pas Donjons et Dragons? Ça peut être tout simplement parce que c'est entre guillemets, c'est l'incarnation même du mainstream, c'est le jeu de rôle le plus vendu, le plus joué. Et donc, bah, si on est un tout petit peu rebelle, c'est de bon goût de pas aimer Donjons et Dragons, vu que c'est l'énorme locomotive, un peu le Microsoft du JDR. Je sais pas où je vais avec mon analogie. Et voilà, je pense qu'il y a aussi cet aspect bah, quand même assez mécanique de Donjons et Dragons. Donc si on aime les mécaniques simples, même des dessins, que ça va paraître assez simple, hein, ça reste quand même un petit peu compliqué. Il y a des jeux de rôle infiniment plus compliqués que Donjons et Dragons, mais voilà, on est sur un bon niveau intermédiaire plus en termes de complexité, quoi. Et il y a cette critique aussi qui est faite que Donjons et Dragons ne serait pas roleplay, c'est-à-dire que essentiellement une partie de Donjons et Dragons, ce serait un enchaînement de combats. Et en plus, des combats pas dans le théâtre de l'esprit, hein, des combats avec battle map, figurines et tout, ce qui fait que grosso modo, Donjons et Dragons, ce serait juste un dungeon crawler, ce serait pas différent d'un Descent ou d'un Gloomhaven, quoi, et que si nous, ce qu'on aime dans le jeu de rôle, c'est le rôle, on peut pas aimer Donjons et Dragons. Donc voilà, je pense... après, il y a d'autres... je pense que y en a qui aiment pas Donjons et Dragons pour d'autres aspects, typiquement les alignements qui sont censés trop contraindre le roleplay. Je vais pas parler plus des alignements parce que normalement, je vais essayer de trouver la force de faire une vidéo dédiée sur les alignements. Tac. Alors après, moi si tu veux, ce que je vais répondre aux personnes qui n'aiment pas Donjons et Dragons, pour qui c'est une espèce de repoussoir absolu, je vais leur dire ouais mais en fait les autres jeux de rôle mainstream ne sont pas si différents de Donjons et Dragons quoi. Si on prend Vampire à la Mascarade ou Shadowrun, bah, c'est Donjons et Dragons avec des canines ou Donjons et Dragons avec des implants cyber quoi. Hein, pour simplifier quoi. Euh, Tac. Et pareil, il y a beaucoup de, notamment les jeux que je viens de citer, il y a beaucoup de build-up, quoi. Tu vas monter un arbre de compétences, tout ça, machin. Donc on est sur des mécaniques de progression, de level up et tout, qui sont quand même assez proches de Donjons et Dragons. Je vais répondre sur le manque de RP dans Donjons et Dragons. Bah en fait, je pense que c'est à moitié un faux débat. C'est à moitié un faux débat. Moi, je pense que le roleplay, il est présent à Donjons et Dragons, parce que la plupart des games de Donjons et Dragons, en réalité, ne sont pas des enchaînements de combats. Il y a souvent des scènes entre les combats, et le roleplay a son importance. Il va également potentialiser les enjeux qu'on va avoir dans le combat, en fait, en fonction du roleplay, ta relation avec le barde, ta relation avec le chef des orques, machin et tout, vont influer sur le combat, les positions que tu vas prendre, quoi. Donc on n'est pas totalement dans un jeu de plateau. Voilà, il y a un dialogue entre roleplay et tactique, en réalité, qui est assez important, et moi j'ai d'excellents souvenirs de roleplay à Donjons et Dragons, que ce soit Donjons et Dragons 3.5, qui est pour moi l'édition la plus complexe, et après, moi ce que j'adore aussi faire, c'est du roleplay et du drama avec Donjons et Dragons 1, ou autre système OSR qui s'en rapproche. Parce que la grosse différence entre Donjons et Dragons 1 et les éditions successives, c'est que Donjons et Dragons 1, le système est quand même simple, quoi. Voilà, il est vraiment très simple par rapport à tout ce qui se fera après, et ça ne mécanise quasiment que le combat. Ça ne mécanise que le combat,
Et également, les niveaux 1 sont vraiment faibles, en fait, comparé à un niveau 1 de DD5 qui vaut à peu près un niveau 3 de DD1, quoi. Grosso modo, pour te la faire simple, dans DD1, tu as un des 6 points de vie, et les armes font un des 6 dégâts. Bon, en fait, tu sais que si tu lances un combat, en un round, il va être plié, et si t'as pas l'initiative, tes chances de mortalité sont assez élevées. Et qu'est-ce que ça amène, en fait? Ça amène que les combats, si on a, vont quand même être très courts, donc ça laisse plein de place pour les autres scènes, notamment le roleplay, le drama. Et, ça amène que les combats étant mortels, on va soit les éviter, soit on va être très très intenses en enjeu, quoi. Donc ça produit des combats vraiment intéressants, dans le sens où ils sont courts à jouer, et en même temps les enjeux sont énormes. C'est pas du DD5 où en fait les combats sont équilibrés, de façon à ce que tu aies des bonnes chances de survie et tout. Donc tu vas jouer un combat de 3 heures, et l'enjeu c'est de savoir combien de points de vie tu vas perdre à la fin, mais pas si tu vas mourir, quoi. Donc voilà, les combats à DD1 sont beaucoup plus intéressants de ce point de vue-là, hein, bien sûr, hein, parce qu'il y a, tu n'as pas l'intérêt tactique intense que tu as dans un DD5, bien sûr. Et puis par ailleurs, voilà, l'omniprésence de la mort va vraiment changer la donne, et également le fait qu'il n'y ait pas de compétences sociales fait qu'on joue le drama, le roleplay, on le joue vraiment en roleplay, on l'incarne, il y a beaucoup plus d'incarnation, et ça amène, ça amène une ambiance beaucoup plus forte, moi je trouve, beaucoup plus incarnée. Je te renverrai un compte rendu de partie qui s'appelle Voyage au bout de Noël, oui, où je tease Donjons et Dragons pour faire jouer un drama contemporain de Noël. Et oui, et ça marche très très bien. Voilà, moi, pareil, expérience que tu peux faire avec DD1, que j'ai testé récemment pour toi. Tu joues des personnages niveau 1 qui escortent une reine. Tu utilises le jeu de rôle pour la reine, pour faire l'aspect drama, en fait. Tu vas mélanger avec des D1, qui va juste gérer le combat, et pour la reine, va gérer le drama. Et nous, on a fait ça, nous a créé une expérience, mais inoubliable. Voilà. Donc voilà, il y a du RP à Donjons et Dragons, t'inquiète pas. Après, l'importance du RP va varier beaucoup en fonction de la densité du système de combat, donc ça va dépendre des éditions de Donjons et Dragons que tu vas utiliser. Après, bon, je comprends hein, ces critiques, si tu veux. Ma première expérience sur Donjons et Dragons, c'était sur AD&D 2. Et moi, avant, j'avais surtout de l'expérience sur des dungeon crawlers, donc des jeux de plateau, HeroQuest, Warhammer Quest, des jeux de plateau de donjons. Et donc, on fait du AD&D2, c'était également un donjon. Et en fait, le MJ, il dessinait le plan en patate, hein, tu vois, au fur et à mesure qu'on avançait, on affrontait des monstres totalement random, pas intéressants, et je me suis dit, mais en fait, c'est nul. C'était également ma première expérience de vrai jeu de rôle, entre guillemets. Je me dis, mais c'est nul le jeu de rôle, si c'est ça le jeu de rôle, c'est nul, quoi. Je préfère mon beau dungeon crawler avec mes belles figurines, mes beaux plans, tout ça, avec mes petits meubles, tout ça, tout est bien représenté. Tu vois, faire la même chose dans le théâtre de l'esprit, ça me semblait vraiment nul, quoi. Bon, après, j'ai évolué, quoi, mais du coup, ça veut dire que ceux qui n'aiment pas le Dungeon Crawler peuvent ne pas aimer Donjons et Dragons, et ceux qui aiment le Dungeon Crawler peuvent aussi ne pas aimer Donjons et Dragons, en le trouvant, du coup, trop théâtre de l'esprit. On peut aussi admettre que l'intrusion, en fait, de narration dans le Dungeon Crawler, ce que fait Donjons et Dragons, va faire que tout ce qui se passe dans le jeu peut être considéré comme moins immersif, parce que est provoqué par la volonté du MJ plus que par la magie des règles, en quelque sorte. Je te renverrai une vidéo de Jean-Michel Grosjeu qui parle d'immersion et jeu de rôle, et il explique pourquoi il y a plus d'immersion dans des wargames, dans des dungeon crawlers et tout, que dans Donjons et Dragons, justement. Parce que il n'y a pas ce côté, c'est le MJ qui décide au final de si les choses marchent ou pas. Non, là c'est plutôt, on est vraiment sur la magie, l'interaction des règles, et lui il trouve ça plus immersif. C'est un propos qui mérite d'exister et qui doit s'entendre. Et pareil, après, je poursuis, je me suis mis à Baldur's Gate. Alors, pas Baldur's Gate 3, hein, parce que moi je suis vieux. Hein. Donc Baldur's Gate 1 et 2. Donc c'était en l'an 2000 à peu près. Voilà. Et donc c'était motorisé par, je crois Baldur's Gate 1 c'était ADD 2, je crois.
et Baldur's Gate 2, c'était DD3. Ils ont fait la bascule de règles entre les deux opus. Et j'ai joué à ça, et je me suis dit, mais en fait, l'expérience Donjons et Dragons, là, je l'ai. J'ai l'expérience Donjons et Dragons pure et parfaite, fluide et tout, et sans les autres joueurs pour m'embêter, quoi. Et puis, je suis immergé dans le donjon et tout. En fait, je m'étais dit, Donjons et Dragons, c'est beaucoup mieux en jeu vidéo que, à nouveau, dans le tas de l'esprit avec des vraies personnes et tout. Voilà ce que je me suis dit. Je dis pas que j'ai toujours cette opinion, mais c'est pour t'expliquer aussi pourquoi certaines personnes peuvent disliker Donjons et Dragons, par exemple, en lui préférant le jeu vidéo. Voilà. Mais à l'inverse, il y en a pour qui le côté calculatoire de Donjons et Dragons qui reste présent font totalement perdre l'aspect rôle, l'aspect roleplay. On va parler de posture de pion. La posture de pion, c'est qu'en fait, ton personnage, c'est juste un pion, c'est juste une figurine pour progresser dans des objectifs tactiques, et tu es quasiment dans un jeu de plateau, voilà. Il n'y a pas d'incarnation possible, en tout cas c'est pas intéressant de le faire, ça n'apporte rien de faire le roleplay de ton barbare et tout, c'est pas l'enjeu, on est là pour pousser de la figue sur une battle map. Alors, tu peux jouer à Donjons et Dragons dans le théâtre de l'esprit, et être toujours dans cette posture de pion, parce que ça va rester cette idée de on doit jouer des combats et tout, c'est du pur tactique, mais vraiment pur, il n'y a pas de narration, et ainsi de suite, quoi. Bon, après, cette posture de pion, moi, je la trouve caricaturale. À nouveau, je pense que il y a peu de parties de D&D qui sont juste des enchaînements de combats stupides. Enfin, il y a toujours un aspect histoire qui est présent, et enfin, rien qu'avec les alignements, à nouveau, je vais pas m'étendre là-dessus, mais rien qu'avec les alignements, le roleplay va émerger. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'en général, les personnages de Donjons et Dragons, rien que du fait de l'alignement, plus éventuellement de la classe, voilà, si tu joues un druide, tu as pas du tout... Enfin, si tu joues un druide, c'est pas juste parce qu'il peut invoquer des animaux et que ça te donne un certain avantage sur le terrain. Quand tu vas jouer un druide, tu vas jouer quelque chose, un personnage avec une personnalité très différente que si tu joues une paladine, en fait. Voilà, je vois pas comment on peut passer à côté de ça, en fait. Donc alors, c'est quoi mon coup de cœur Donjons et Dragons, mon édition préférée, voilà, ça reste Donjons et Dragons 1, voilà, ça reste l'OSR, je pense l'avoir largement défendu là dans mes explications, quoi. Tac. Mais du coup, c'est aussi une façon de dire que je pense que il y a forcément une édition de Donjons et Dragons qui est faite pour toi. C'est ça qui est bien, en fait. Comme c'est un vieux jeu qui a connu 5 éditions très différentes, les unes entre, euh, voilà, les unes des autres et tout, je pense que tu peux forcément trouver un donjon qui va te plaire, quoi. Euh, Évidemment, celui qui est le plus ouvert à l'expérimentation, à la réappropriation, c'est Donjons et Dragons 1, du fait de sa simplicité. Mais c'est peut-être pas le jeu qu'il faut. Peut-être que toi, ce sera des D4, peut-être que ce sera des D5, ainsi de suite. Après, je vais quand même revenir toujours sur cette accusation de Donjons et Dragons et pas du jeu de rôle. Je pense qu'il y a de toute façon un écart assumé de la partie de la scène D&D, et notamment dans l'OSR, avec le jeu de rôle, quoi. Il y a une mise à distance, quoi, où en fait on va davantage parler de jeu d'aventure. Jeu d'aventure, c'est là. En fait, quand Donjons et Dragons 1 apparaît, au départ, ça s'appelle du jeu d'aventure, quoi. C'est pas mis jeu de rôle sur la boîte. L'appellation, elle va arriver pas mal plus tard. Faudrait que je vérifie. Est-ce que D&D5 c'est mis jeu de rôle ou jeu d'aventure sur la boîte? Je sais pas. Mais il y a cette idée de, voilà, on va se concentrer sur l'aventure plutôt que sur le rôle. À nouveau, je pense que dans les deux cas, il y a une histoire, hein. Il y a une histoire, il y a du théâtre de l'esprit, il y a même du roleplay, mais quand même, je pense que le fait d'appeler jeu d'aventure plutôt que jeu de rôle, ça en dit long quand même sur des différences assez fondamentales dans l'approche de l'expérience. Et je vais finir sur... J'ai dit que Donjons et Dragons était hégémonique. Pour autant,
je crois qu'il y a un endroit où on voit pas beaucoup de Donjons et Dragons, ce sont les conventions. Les conventions de jeux de rôle, en général, il n'y a pas beaucoup de tables de D&D, et des fois il n'y en a même pas du tout. On pourrait trouver ça étrange par rapport aux stats que j'ai cités avant, genre plus de 90% sur Roll20 de Donjons et Dragons, ainsi de suite. Je pense en fait que ça s'explique... Je dirais que ça s'explique par le fait que les donjonneux et donjonneuses n'ont pas besoin des conventions en fait pour s'exister, se trouver en fait. N'en ont pas besoin, c'est assez facile de recruter pour Donjons et Dragons. Ça reste un jeu populaire et tout. Et donc, par conséquent, les conventions, c'est un peu finalement des espaces dédiés aux autres jeux qui peinent à trouver leur place, qui peinent un peu plus à trouver leur public, une sorte d'espace de résistance anti-Donjons et Dragons et tout. Et donc, voilà, si toi, ce que t'aimes dans le jeu de rôle, c'est jouer à Donjons et Dragons, surtout la 5e édition, eh ben, c'est pas dit qu'en convention, tu trouves ton plaisir, il y a de fortes chances qu'il y ait aucune table de DD5 qui soit proposée. Peut-être t'auras une table d'OSR qui est vue comme un truc un peu plus cool, tu vois, un petit peu plus underground. C'est possible que t'aies une, voire même plusieurs tables d'OSR, mais DD5 en convention, pas souvent en fait. Voilà. Et bien sur ces bonnes paroles, on s'embrasse s'il y a du consentement des deux côtés, puis sinon un petit signe de la main suffira. Et puis j'attends tes insultes dans les commentaires parce que j'ai sûrement dit des énormes bêtises sur Donjons et Dragons, du haut de mon incompétence et de mon illégitimité sur le sujet. C'était un mot hyper dur à dire. Et donc on se voit dans les commentaires. Ciao.